Bonsoir, bienvenue à cette conférence « Les comportements gagnants en entreprise ». Quels sont-ils? Comment les développer? Je m'appelle Jean-Philippe Fauche, je suis exécutif MBA 2002. J'ai un peu plus de 18 ans d'expérience dans l'accompagnement des managers, cadres supérieurs et cadres dirigeants. Et au cours de toutes ces années, j'ai observé un certain nombre de comportements. Et j'aimerais ce soir, en 25-30 minutes, vous faire partager mes observations. J'aimerais vous dire qu'il s'agit avant tout de comportements, non pas de comportements qui vont permettre de faire un coup, du one-shot, mais des comportements qui, s'ils sont intériorisés, dans la durée, vont vous permettre, sur le long terme, d'être gagnant. D'un point de vue pratique, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à télécharger ma présentation, soit sur la page d'accueil du site de l'association, soit sur le mail de relance qui vous avait été envoyé aujourd'hui. Quels sont ces comportements gagnants? J'en ai identifié 7. Le premier, c'est la résilience. C'est un terme qui peut vous paraître un peu abstrait. Je vais essayer en quelques minutes de faire passer ce terme de l'abstrait au concret. Le deuxième, c'est la flexibilité. Il s'agit en fait d'une souplesse comportementale qui va nous permettre d'absorber les chocs que nous rencontrons en entreprise. Le troisième, c'est la capacité à exploiter les opportunités. Ça se comprend de soi-même. Il s'agit de savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises opportunités. La quatrième, c'est la capacité à communiquer. Tous les points sont importants. Celui-ci, il est particulièrement... J'ai observé beaucoup de dirigeants très compétents, mais ayant un déficit de communication, et ce déficit de communication a souvent été très préjudiciable. La capacité à développer un réseau. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est instable, où tout bouge extrêmement vite, et finalement, la seule chose qu'on pourrait à peu près maîtriser, c'est notre réseau, qui va nous permettre, à partir du moment où on l'utilise, de nous reconfigurer, de trouver des opportunités. C'est pratiquement le seul élément qui nous reste, alors que tout bouge très rapidement autour de nous. La capacité à se remettre en cause, c'est essentiel. Comme je vous l'ai dit, le monde dans lequel nous sommes bouge très vite. C'est essentiel de tirer l'enseignement de ce que nous avons fait, bien fait, mal fait, pour pouvoir nous remettre dans une logique d'essai-ajustement en réussite. Et puis l'optimisme. Je dois vous dire que l'optimisme, j'avais mis l'optimisme un peu comme un trait, presque un trait d'humour. Cela étant dit, j'avais observé chez un certain nombre de dirigeants un lien entre l'optimisme et la réussite. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré il y a peu de temps donc un chercheur en psychologie qui m'a dit que des études très sérieuses ont été faites sur l'optimisme et qui montrent que lorsqu'on est optimiste, on vit plus longtemps, on réussit mieux et les choses se passent mieux. Comme quoi, mon intuition donc, avait été confirmée par un chercheur. Prenons, si vous le voulez bien, l'ensemble de ces 7 points. La résilience. Alors, de quoi s'agit-il? En physique, par exemple, c'est la capacité d'un objet à retrouver sa forme initiale après un choc. En économie, c'est la capacité à revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc. Pour Boris Cyrulnik, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Boris Cyrulnik, vous devez sans doute le connaître, c'est un neurologue, psychiatre, éthologue, qui a beaucoup développé le concept de résilience en France. Pour nous, c'est un peu tout ça, c'est l'art de rebondir après une difficulté. Et l'idée de la résilience, c'est comme nous allons être confrontés à un certain nombre de difficultés en entreprise, parfois assez fortes, assez violentes, il faut que nous puissions retrouver notre forme psychique ou notre forme pour qu'on puisse après repartir. Pourquoi est-elle donc si importante? Tout simplement parce que la plupart des succès surgissent après des échecs. C'est vrai dans beaucoup de domaines, c'est vrai dans le domaine médical, professionnel, spatial par exemple. La plupart, les premiers essais ont été vraiment des catastrophes dans le domaine spatial, il y a eu beaucoup d'échecs. Et à force de persévérer, après, je dirais, une certaine attitude résiliente, le succès est venu. Sans être provoquant, je dirais que l'échec est souvent un chemin du succès, et que derrière l'échec se trouve le succès. Et c'est important, pour ça, d'avoir cette attitude de résilience qui va nous permettre d'aller au-delà. Et donc, le comportement résilient va nous permettre de dépasser l'échec pour aller vers la réussite. Comment devenir résilient? Alors là, je vais être franc, je n'ai pas de recette miracle. Mais il existe des comportements qui développent la résilience. Par exemple, la qualité de communication et d'échange. L'équilibre émotionnel, un bon équilibre émotionnel va nous aider à être plus résilients. L'empathie, donc la capacité à se mettre à la place de l'autre. La créativité qui va nous permettre de sortir du cadre, qui va nous permettre d'envisager d'autres types de solutions.
Le sens de l'humour. J'ai souvent remarqué que le sens de l'humour, dans la difficulté, permettait à ceux qui en avaient de prendre du recul par rapport à eux, par rapport à leur situation, et favorisait la résilience. La sociabilité, la persévérance, bien évidemment. Lorsqu'on a eu un échec, deux échecs, il faut persévérer pour aller de l'avant et pour arriver à la réussite. L'optimisme, j'aurai l'occasion un peu après de développer ce point. Et l'estime de soi, qui est un point aussi très important. La flexibilité. Là, je dirais qu'il s'agit d'une souplesse comportementale qui va nous permettre d'amortir les chocs pour franchir un obstacle. J'aimerais prendre une image. Nous nous trouvons donc sur une route cabossée avec beaucoup de nids de poules dans un 4x4. Si nos amortisseurs sont mauvais, d'abord on va avoir très mal au dos et en plus on risque de sortir dans le décor après le premier virage. En revanche, si on a de bons amortisseurs, on aura moins mal au dos après le voyage et notre route se fera un plus de sécurité. Eh bien, en quelque sorte, la souplesse comportementale, c'est un peu nos amortisseurs qui vont nous permettre d'absorber les chocs. Et cette souplesse comportementale va nous permettre de choisir la solution la plus adaptée en nous permettant de faire une sorte de lâcher-prise qui va nous permettre de faire le bon choix. Et cette libération par rapport à nos anciennes habitudes va nous ouvrir un champ du possible beaucoup plus vaste. Comment devenir flexible? Quels sont les comportements qui facilitent la flexibilité? Bon, il y en a un certain nombre. J'ai noté particulièrement l'ouverture d'esprit, le recul, bien sûr la perméabilité à d'autres approches, le fait de s'intéresser à d'autres approches, de chercher à comprendre d'autres modèles, l'adaptabilité, bien sûr, la réactivité, la confiance en soi et la capacité à gérer la complexité. Je ne voudrais pas m'étendre sur ce point parce que ça pourrait durer très longtemps. Sachez juste que dans la gestion de la complexité, il y a beaucoup d'éléments qui sont essentiels. Il y en a un qui me semble important, c'est le lâcher-prise et qui va permettre de sortir de nos anciennes habitudes pour traiter de façon différente la complexité qui nous entoure aujourd'hui. Troisième point, la capacité à exploiter les opportunités. Bon, je pense que ça vous parle, c'est quelque chose d'assez concret. De quoi s'agit-il? C'est la capacité à se positionner au bon moment, la capacité à renoncer à des opportunités. Lorsque j'avais 30 ans, j'étais donc dans le service informatique et j'ai eu la chance de rencontrer un des dirigeants qui avait fondé un certain nombre d'entreprises. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais quel est le secret de votre réussite ?» Il a réfléchi et il m'a dit la capacité à renoncer à des opportunités. Au départ, j'étais un peu surpris, je n'ai pas compris. Avec le recul, j'ai compris un peu ce que ça voulait dire. Toute opportunité n'est pas bonne. Parfois, on peut couler en voulant sauter sur une mauvaise opportunité. C'est particulièrement vrai en rachat d'entreprise. La capacité à attendre. Il y a pour moi une image qui reflète assez bien tout ça, c'est l'image du guépard. Le guépard, vous connaissez, donc c'est un félin qui est taillé pour la course, qui, si je ne dis pas de bêtises, passe entre 0 à 2 secondes à 70 km/h et qui atteint sa vitesse maximale de course à, je crois, environ 112 km/h. Le problème, c'est qu'il arrive à tenir cette vitesse pendant environ 300 à 400 mètres, alors que les antilopes, qui sont ses proies, arrivent à tenir beaucoup plus longtemps. Ça veut dire que le guépard, pour arriver donc à attraper ses proies, va devoir se positionner au bon moment, renoncer à des opportunités. Si l'antilope est trop loin, je vais courir donc assez vite et je n'arriverai pas à l'atteindre. Donc apprendre à atteindre. Donc le guépard, pour moi, représente assez bien cette capacité à exploiter des opportunités, sachant qu'en plus, pour un guépard, une chasse doit durer moins d'1 minute. La capacité à analyser une situation. Tous ceux qui ont fait du rachat d'entreprise le savent bien. Lorsqu'on étudie donc un dossier de rachat d'entreprise, il faut analyser une situation. La capacité à trier l'abondance d'informations. Tous ceux aussi qui ont fait du rachat d'entreprise savent que lorsqu'on rachète une entreprise, on a tout un dossier qui est extrêmement riche et que parfois, il y a 5, 10, 15 informations qui sont vraiment absolument clés. La capacité à se servir de son réseau pour acquérir de l'information. Je ne sais pas si le guépard utilise ce point-là, mais en tout cas pour nous, c'est absolument essentiel d'avoir des indicateurs, des signaux faibles qui vont venir par notre réseau pour nous donner un certain nombre d'éléments pour savoir s'il faut ou pas et à quel moment saisir une opportunité. Quels sont les comportements qui favorisent tout cela? L'intuition, bien sûr, qui va nous permettre un peu de sentir les choses, de voir les choses venir. La patience et la réactivité, alors vous allez me dire c'est deux choses opposées, oui c'est vrai. La patience, il faut savoir attendre, il faut savoir être sur son arbre avant de bondir sur l'antilope. La réactivité, tout d'un coup il va falloir se lâcher et bondir très vite.
L'écoute qui va nous permettre, associée au réseau, de capter des signaux faibles, annonciateurs de changements parfois brutaux et violents. L'ouverture, la curiosité et la capacité à savoir se mobiliser très rapidement pour bondir. Communiquer. Je vous l'ai dit donc en introduction, être compétent ne suffit pas, il faut savoir communiquer. La communication est un élément essentiel. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu beaucoup de dirigeants très compétents, mais avoir un déficit de communication, et déficit de communication qui leur a été extrêmement préjudiciable. Et là, encore faut-il trouver le juste positionnement entre le mutisme et le buzz permanent. Il y a un curseur à trouver qui va faire en sorte qu'on fera la bonne communication au bon moment. Dans la difficulté, c'est essentiel de communiquer et de fuir le repli sur soi. Dans mon expérience d'accompagnement des dirigeants, j'ai beaucoup d'exemples de cadres supérieurs, dirigeants, qui ont été confrontés à un problème important, un projet qui tournait très mal, ou un rachat d'entreprise qui se passait mal, et qui, au lieu de communiquer, au lieu d'échanger, ont opéré un repli sur eux. Et ce repli pour eux a été extrêmement néfaste à la suite des opérations. Et j'en tire pour là comme expérience que lorsqu'on est confronté à une difficulté, la difficulté est là, on n'a pas forcément une marge de manœuvre énorme par rapport à cette difficulté. En revanche, nous avons par rapport à l'attitude que nous allons avoir vis-à-vis de cette difficulté, là, notre liberté, qui va nous permettre de prendre un certain recul et qui va nous permettre de beaucoup mieux la gérer. Et puis, communiquer, ça veut dire aussi sortir de son micro, avant j'aurais dit sortir de son bureau, mais sortir de son micro pour aller vers les autres et rencontrer donc les autres. Comment mieux communiquer ? Là, je dirais qu'un certain nombre de recettes classiques, en instaurant une relation basée sur le respect mutuel, quels que soient les niveaux de la hiérarchie, en choisissant des postures et des mots positifs pour échanger. Dans les postures, il y a bien sûr le fait d'être ouvert, de s'intéresser à l'autre. Une étude a été faite au niveau mondial sur les facteurs clés de succès d'une communication réussie. Et il est apparu qu'il y avait quelques items qui revenaient à chaque fois. Et c'était être clair, précis, courtois, poli et direct. Alors, on met ça dans l'ordre qu'on veut. Dans une culture peut-être asiatique, ça sera peut-être courtois avant. Dans une culture anglo-saxonne, peut-être direct avant. Mais à partir du moment où on respecte ces ingrédients et à partir du moment où on les met dans le bon sens, on arrive à améliorer considérablement la qualité de sa communication. Développer son réseau. Pourquoi ? Je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, parce que notre environnement évolue très vite, de plus en plus vite, et notre réseau va nous permettre de détecter les signaux faibles, dont je vous parlais il y a quelques instants, annonciateurs de changements, parfois brutaux, de recueillir de l'information pour nous permettre de nous reconfigurer, de trouver des partenaires pour redéployer notre projet, partenaires financiers, partenaires marketing, partenaires qui vont nous permettre de développer une franchise. Et travailler son réseau, c'est important que l'on soit artiste, directeur financier, président de société. Comment développer son réseau ? Il y a un certain nombre de techniques à appliquer qui ne sont pas très compliquées à utiliser, mais au-delà de ces techniques, il y a ce que j'appelle l'attitude réseau, faite d'ouverture, de curiosité et d'intérêt sincère pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire à tout instant, et à partir du moment où on a cette attitude réseau, les autres vont venir spontanément vers nous, et à partir de là, on pourra créer un échange. En provoquant des occasions pour échanger, moi j'habite au 5e étage dans un ascenseur, et quand je prends l'ascenseur et que je monte avec des gens de l'immeuble, je dis « vous habitez où ?» La personne me dit « j'habite à Massy » et « qu'est-ce que vous faites ? Dans quelle entreprise vous travaillez ?» Je me suis fait une cartographie des gens qui habitent dans mon immeuble par intérêt, par curiosité, parce que je trouve ça amusant. Lorsqu'on est à l'école et qu'on attend par exemple ses enfants à l'école et qu'ils sont un peu en retard, on peut très bien discuter avec un parent d'élève à côté pour recueillir des informations. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux, apprécient beaucoup qu'on leur pose des questions. Même chose dans un club de sport, on peut jouer au tennis avec quelqu'un depuis 5 ans, 10 ans ou jouer au foot. Et le fait de dire tiens, je serais ravi que tu me parles un peu de ce que tu fais professionnellement, c'est aussi une occasion pour discuter, pour échanger. En pensant aussi à donner et pas uniquement à recevoir, le réseau, c'est pas je vais voir les gens pour prendre pour moi, c'est aussi je partage, c'est un partage d'informations, c'est un partage d'expériences de vie. Et à partir du moment où on est dans cette attitude positive, ça va nous permettre d'avoir donc des échanges riches.
Développer son réseau, comment? Donc en respectant le code réseau, en parlant très peu de soi. Donc souvent, lorsque les gens développent leur réseau, ils parlent beaucoup d'eux. C'est une erreur. Lorsqu'on rencontre quelqu'un en réseau, en général, on parle 4-5 minutes, l'autre personne parle 3/4 d'heure et vous dit après, on a eu un bon échange. En s'intéressant à l'autre, ça c'est un élément absolument clé, fondamental, en faisant parler son interlocuteur sur son expérience, et en étant clair sur ce que l'on attend du rendez-vous. Ça peut être mieux connaître un secteur, une fonction, obtenir des introductions, etc. Se remettre en cause, c'est pas facile. Ça veut dire en fait se faire suffisamment confiance pour accepter la remise en cause. Alors, vous allez me dire, si on est dans une situation difficile, en général, on perd la confiance en soi et donc on ne peut pas se remettre en cause. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que la remise en cause, notamment dans des situations délicates, tendues, est assez compliquée. C'est apprendre aussi de ses erreurs. Les erreurs sont source de progrès. On apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Lorsqu'on est en fait en phase de réussite, on continue à appliquer une méthode, ça marche bien. À la limite, on ne se remet pas en cause. Quelque part, je veux dire qu'on progresse assez peu. En revanche, lorsqu'on rencontre une difficulté, un échec, et qu'on accepte de se remettre en cause, là, on va énormément apprendre. Et les échecs, à partir du moment où ils sont bien gérés, sont source de progrès, et à partir du moment où on accepte, bien sûr, cette remise en cause. Point important, il faut fuir le perfectionnisme. Ça, je le rencontre beaucoup chez les cadres supérieurs, les cadres dirigeants, le perfectionnisme. Et là, je leur dis souvent, passer du perfectionnisme au défi ou au challenge. Quelle est la différence? C'est que le perfectionnisme, c'est un côté donc un peu négatif, où il faut absolument être parfait partout. C'est impossible, on ne peut pas être parfait partout. Mais passer du défi, qu'est-ce qui vous fait rêver? Quels sont vos défis? Quels sont vos challenges? Le défi va nous aspirer, nous tirer devant, et c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Fuir la rigidité, on est dans un monde qui est tout sauf rigide, qui est complètement ouvert, et pour être un peu en osmose avec ce monde, il faut absolument accepter cette fluidité. Être souple avec soi-même, fluide avec les événements de la vie, pour jouer avec la vie. Toutes ces aptitudes vont nous permettre, vont nous aider à faire une meilleure remise en cause. Dernier point, l'optimisme. Comme je vous l'avais dit donc en introduction, j'avais mis ça un peu par intuition. Bon, c'est vrai qu'en discutant avec un certain nombre de managers et de cadres dirigeants, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, que les dirigeants qui étaient optimistes réussissaient mieux. Et le fait d'avoir discuté donc, il y a peu de temps avec un chercheur et montrant que c'était un certain nombre d'études allaient dans ce point-là, m'ont montré que vraiment ce point est un élément absolument essentiel. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas d'un optimisme béat, mais d'une posture intérieure de vie qui fait confiance à la vie. Donc c'est vraiment pas un sourire de façade, mais c'est une posture intérieure qui consiste à faire confiance à soi, confiance à la vie, confiance aux autres. L'optimisme amène l'optimisme. La réussite engendre la réussite, la joie attire la joie. On ne peut pas le démontrer, on ne peut que le constater. C'est un phénomène d'effet d'image. Si je souris à quelqu'un, la personne va sourire. Si je suis agressif avec la personne va être agressive. La chance sourit beaucoup plus souvent aux optimistes. On va naturellement vers les optimistes, quelqu'un qui est plutôt qui sourit, qui est optimiste. On aura plutôt tendance à aller le voir pour discuter avec lui, pour échanger. En réseau, c'est clair que pour trouver une opportunité, il faut en être une soi-même et que l'optimisme y contribue. Je vous l'ai dit, donc selon plusieurs études, l'optimiste vit plus longtemps, en meilleure santé et réalise de meilleures performances professionnelles. L'optimisme, ce n'est pas la pensée magique. L'optimisme, c'est une disposition à prendre les choses du bon côté. L'optimiste est avant tout réaliste. Il se fonde sur une vision objective de la réalité et ces éléments l'aident à aller de l'avant. Dans l'optimisme, il y a les points qui m'ont paru absolument clés, c'est le recul par rapport à soi, par rapport à la vie, le sens de l'humour. C'est plusieurs fois que j'insiste sur le sens de l'humour ce soir, c'est un point qui me semble important. Et puis une souplesse comportementale avec une certaine forme aussi d'humilité qui permettent d'être optimiste et de vivre cela mieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir sur les comportements gagnants en entreprise. J'espère que je vous ai transmis aussi mon optimisme. En tout cas, je serais ravi d'avoir vos feedbacks et vos commentaires sur le mail HEC universel
Merci de votre écoute, merci de votre présence.